Monsieur le Président, pour ma part, je souhaiterais livrer ma réflexion sur l'analyse des éléments de ce dossier pour vous aider à prendre une décision saine, une décision correcte, une décision juridiquement commentable, une décision qui inspire les autres pays. Pour ce faire, nous allons d'abord procéder à ce qu'on appelle le rappel des faits et la procédure dans leur généralité. Ensuite, Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder sur une question qui a été longtemps débattue ici dans cette salle, c'est la requalification des faits. Si vous voulez bien, c'est la qualification exacte des faits. Je voudrais dire ceci, Monsieur le Président, que la qualification exacte des faits n'est pas qu'un pouvoir du juge, du siège qui êtes vous, Monsieur le Président, mais c'est plutôt une obligation. Une obligation pour le juge du siège de qualifier les faits qui sont soumis à son appréciation juridiquement correcte. Monsieur le Président, je ne doute pas de votre compétence, de votre capacité à aller dans le sens de cette qualification correcte. Monsieur le Président, in fine, nous allons aborder le rôle que chacun de ces accusés a joué dans la commission du drame du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, sur la qualification exacte des faits, que d'autres vont appeler la requalification des faits. Dans ce dossier, des demandes de requalification ont été effectivement soumises à l'appréciation de votre tribunal. Mais ce qui attire notre attention, Monsieur le Président, qui mérite d'être examiné, c'est deux éléments. Bien avant, il faut noter que votre tribunal a été saisi par l'ordonnance de renvoi prise par le pool des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine. La même question de requalification des faits a été posée, Monsieur le Président. Mais à la réponse de cette requalification, c'est un rejet qui a été observé, qui a été entrepris par le pool des juges d'instruction. Et, Monsieur le Président, j'ai entendu lors des débats ici, de l'autre côté, les arguments qui soutenaient dans le sens d'une prétendue des choses jugées relativement à cette question de requalification. Mais pourquoi, Monsieur le Président, de l'autre côté, on parle de la chose jugée? C'est parce que ce côté n'a jamais compris la différenciation d'une juridiction de jugement à celle de l'instruction, à celle des actes préparatoires. Pourtant, j'ai été personnellement enseigné par les grands pénalistes de l'autre côté qui, au demeurant, insistent devant les étudiants la différence
de ces deux éléments, la différence de ces deux aspects, la différence de ces deux juridictions. Et, Monsieur le Président, il est constant que l'une des pratiques la plus incontestable ici, au-delà du fondement juridique que nos confrères, nous-mêmes, tenons tous les jours dans nos audiences, que l'instruction définitive se fait à la barre. L'instruction définitive se fait à la barre. Mais, Monsieur le Président, si l'instruction définitive se fait à la barre, en quoi les actes qu'on qualifie d'actes préparatoires de l'autre côté peut avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard ou vis-à-vis de vous qui êtes juridiction de jugement? En quoi? Mais en quoi? J'allais très curieux qu'on m'apporte l'une des dispositions ou une seule disposition qui consacre cette question d'autorité des choses jugées à l'égard d'une juridiction d'appel. Ou du moins, une jurisprudence. Malheureusement, on s'est limité à des déclarations imaginaires fondées sur la volonté des uns et des autres. Mais, Monsieur le Président, vous décidez, bien que votre intime conviction est particulièrement requise, mais cette conviction est toujours fondée sur des éléments de preuves matérielles et des textes de loi. En absence de ces textes de loi, en absence de ces preuves matérielles, Monsieur le Président, il conviendra respectueusement de procéder à ce qu'on appelle la qualification exacte des faits qui sont soumis à votre appréciation. Monsieur le Président, il est important que sur cette question, votre décision ne sera rendue que lorsque vous prendrez la décision définitive qui condamnerait probablement les accusés présents devant vous. Alors, les faits qui vont concourir ou qui concourent à la qualification exacte des infractions commises le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi sont effectivement prévus par l'article 7 du statut de Rome. L'article 7 du statut de Rome. L'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Monsieur le Président, je vais vous donner quelques petits contenus de l'article 7, qui sont en fait les éléments infractionnels prévus par l'article 7. Pas tout, quelques-uns. Nous avons ce qu'on appelle le meurtre. Nous avons l'extermination. Nous avons la réduction de l'esclavage, à l'esclavage plutôt. Nous avons l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté en violation des dispositions fondamentales du droit international. Monsieur le Président, la torture, le viol, l'esclavage sexuel ou toute forme de violence sexuelle de gravité exceptionnelle, la disparition forcée, Monsieur le Président, des personnes. Mes éminents confrères ont cité assez d'éléments. Je voulais vous faire l'économie de quelques détails. Monsieur le Président, les faits qui se sont déroulés
le 28 septembre, dans la salle, dans le stade du 28 septembre, qui font l'objet de cette présente procédure, correspond et répond aux critères précis des crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Ces faits sont, dans leur quintessence, conçus ainsi qu'issus. Vous savez, les faits sont têtus, mais demeurent faits. Sinon, ça fait plus de 14 ans que ces faits se sont déroulés.